Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine dédiée au potentiel du continent. Le dossier du jour sera consacré aux investissements agricoles et à leur rôle dans le développement économique du continent africain. Au sommaire également de cette émission, la lutte contre le terrorisme a un coût, c'est ce que nous verrons en première partie. Et puis bilan des actions menées au Kenya pour lutter contre la corruption, un fléau qui représente un véritable manque à gagner pour tout pays qui ambitionne de se développer. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices de notre Alfred qui nous manque. Gracien Rokindikiza, Gracien, bienvenue parmi nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et notre invité, président directeur général d'Onogo and Partners Holding, Germain Onogo, bienvenue parmi nous. Merci Amira et bonsoir aux téléspectateurs. Et tout de suite, c'est l'info du jour. À combien s'élève la facture des engagements militaires du Tchad, d'abord engagé en 2013 dans le nord du Mali, et puis depuis janvier contre Boko Haram, le Tchad fournit des efforts considérables sur le plan humain, matériel et donc financier en termes de lutte contre le terrorisme, un engagement qui coûte cher, peut-être même trop cher pour un pays qui subit de plein fouet la chute du baril de brut. C'est un sujet d'Arwa Barkala. Combien coûtent les engagements militaires de l'État tchadien ? Le Tchad est directement impliqué dans les conflits sahélo-sahéliens depuis le début de la crise au Mali. La première force de la coalition régionale comptait 2000 hommes envoyés en éclaireur au nord Mali début 2013. En septembre 2015, l'État engageait un contingent de 3000 hommes au sein de la nouvelle force mixte multinationale pour la sécurité des pays du bassin du lac Tchad. Ça coûte très cher. Nous sommes convaincus de la nécessité d'intervenir. C'est une conviction profonde. Et donc cela implique des moyens financiers, des moyens matériels conséquents. D'où la nécessité de la mobilisation des moyens. Le soutien, d'abord en plus des engagements pris par l'État lui-même, il faut que l'engagement soit régional, il faut qu'il soit continental avant d'être international. Le pays compte, entre autres, sur ses soutiens régionaux. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a déjà créé un fonds d'urgence de 76 millions d'euros pour soutenir le Tchad et le Cameroun. Malgré les efforts de financement des institutions internationales, pour le ministre des Affaires étrangères du Tchad, ces aides mettent du temps à se mettre en place. Pour des forces relevant donc des casques bleus, plus d'autres forces, c'est le cas en Centrafrique, c'est le cas au Mali avec les forces françaises, il faut une nécessaire coordination. Je l'ai dit à New York, on ne peut pas comprendre qu'à Bangui, capitale de la Centrafrique, où se trouve l'essentiel des forces internationales, qu'on puisse laisser mourir 80 personnes en 2 jours, au kilomètre 5. Ça ne peut pas s'expliquer. Sincèrement, ça ne peut pas s'expliquer. Et donc, il faut, s'il n'y a pas de coordination, ça va limiter et ça va même handicaper l'action. Depuis le début des engagements militaires du Tchad, en 2013, 71 soldats sont tombés au champ d'honneur et 416 ont été blessés. Ce lundi 9 novembre, les troupes tchadiennes se sont retirées du territoire camerounais pour laisser place au contingent de la force mixte multinationale. Début novembre 2015, les investissements pour la lutte contre Boko Haram sont estimés à une moyenne de 7 millions d'euros par mois au gouvernement tchadien. Le Tchad a déjà dépensé 165 milliards de francs CFA, soit 250 millions d'euros. Jean-Marie, la lutte contre Boko Haram coûterait au Tchad 7 millions d'euros par mois, une somme assez conséquente. Ce sont des sommes qui sont assez conséquentes, Amira, dans la mesure où on sait que la lutte contre le terrorisme coûte énormément. Et pour nos États, c'est vraiment une problématique qui est très très grave, qui est dramatique pour les populations africaines. Non seulement en termes des victimes, mais maintenant en termes, si vous voulez, de coûts financiers, c'est énorme. Quand vous imaginez qu'un pays comme le Tchad va dépenser 7 millions d'euros chaque mois pour pouvoir combattre un groupuscule, c'est la raison pour laquelle
on a beau me poser tous les discours qu'on veut sur la table. Il y a une chose, c'est qu'il faut voir la réalité en face. Comment est-ce qu'on peut accepter que vous ayez un groupuscule qui déstabilise des millions et des millions de personnes avec un coût humain et un coût financier exorbitant qui atteint des montants inégalables. Donc, ça constitue quoi? Ça constitue un frein essentiel pour le développement de nos économies. Donc, à partir de ce moment-là, que faut-il faire? Il faut éradiquer ces forces-là par tous les moyens possibles et disponibles. La justice passera après. Vous ne pouvez pas laisser toute l'Afrique centrale qui est prise en otage. C'est-à-dire que tous les moyens, selon vous, Jean-Marie, n'ont pas été utilisés? De mon point de vue, tous les moyens n'ont pas été utilisés. Ça veut dire qu'il faut une guerre totale contre Boko Haram et éradiquer un groupuscule comme celui-là. Mais comment elle se concrétise sur le terrain, cette guerre totale? La guerre totale, c'est quoi? C'est d'impliquer les forces armées, si vous voulez, de la manière la plus rude possible. Je pense que Gratien en parlera mieux que moi, il est mieux spécialiste que moi. Donc je veux dire là-dessus, il y a pas de demi-mesure à poser par rapport à des mouvements comme cela, parce que ça coûte très très cher et ça constitue un frein au développement. L'éducation, les sommes qui sont affectées à l'effort de guerre, ce sont des sommes, si vous voulez, qu'on ne retrouve pas dans les investissements dont ont besoin les pays. Donc à partir de là, il est clair que tous les chefs d'État doivent prendre vraiment à bras le corps. On en a suffisamment parlé sur ce plateau. C'est-à-dire que ça doit être une guerre totale contre un groupuscule qui est en train de déstabiliser toutes les économies de la région. Et de mon point de vue, ça me paraît inacceptable. Oui, Gratien, c'est un véritable manque à gagner pour le continent africain. On sait que ce continent a besoin de fonds pour financer son développement. Or, l'argent, aujourd'hui, on l'injecte dans la lutte contre le terrorisme. On parle de Boko Haram. Il y a également le nord du Mali dans lequel le Tchad s'est engagé. Le problème, on a besoin d'argent pour nous développer, mais en même temps, on ne peut pas se développer. Nous ne pouvons pas nous développer s'il n'y a pas la paix. Mais ce que je déplore, oui, c'est un grand montant pour un seul pays, le Tchad. Il y a d'autres pays de la sous-région. C'est un effort aussi africain. C'est tous les Africains. Moi, je dirais même, il y aurait une taxe Boko Haram pour que les gens cotisent à cet effort. Mais en réalité, on dépense beaucoup d'argent. Mais si on entre dans le volet techniquement, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Finalement, c'est le statu quo. Depuis quand on combat Boko Haram? Depuis quand on entend il y a tel état-major qui est mis en place? Mais en réalité, on ne voit pas d'action coordonnée entre les pays. On ne voit pas. Boko Haram, moi je l'ai dit plusieurs fois, Boko Haram a offert une chance à ces pays, ce que Boko Haram avait offert en front. Militairement, quand on offre un front à une armée ou à des armées régulières qui sont entraînées tous les jours à mener des batailles sur des fronts, non pas à mener des batailles au niveau des guérillas, c'est très compliqué au niveau des guérillas, mais Boko Haram avait donné une chance à ces armées. Et du coup, les armées ont refusé pratiquement la main tendue de Boko Haram de foncer sur Boko Haram. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? Que militairement, Boko Haram serait plus fort que nos États? Non. Je dirais psychologiquement, Boko Haram est devenu plus fort que les États. Parce que Boko Haram a montré, voilà, je suis plus fort. Même quand je vous ramène sur le champ de bataille avec un front, j'arrive à résister. Donc, pour moi, tous les pays auraient pu engager les commandos, les hélicoptères de combat, les chasseurs, les MiG, tout ce qu'ils veulent, mais essayer d'avancer au niveau de front en disant on a conquis un territoire, dans un mois on va conquérir un autre, jusqu'à ce qu'on éradique Boko Haram entièrement. Mais la façon de faire la guerre, maintenant, je pense qu'on a encore du temps. Et on parlait du terrorisme, la lutte contre le terrorisme qui coûte beaucoup au continent africain. Il y a une autre lutte qui constitue un véritable manque à gagner pour l'Afrique, c'est la lutte contre la corruption et le Kenya étant plein dedans. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Au Kenya, le débat sur la corruption préoccupe le gouvernement. Le pays est présenté par l'agence anticorruption Kenya et Transparency International comme l'un des plus corrompus au monde. En 2013, le président Uhuru Kenyatta avait fait de la lutte contre le fléau son principal objectif. Hélas, il se rend compte que son administration est minée par un système acquis aux malversations. Certains de nos services publics sont en proie au gaspillage et à la corruption. Ce gaspillage menace la productivité que nous avons si péniblement commencé à construire. Selon les analystes, la corruption a étouffé la croissance du Kenya, dissuadé des investisseurs potentiels et laissé des millions de personnes dans la pauvreté. Le déficit budgétaire du Kenya en 2015 est estimé à 8,7% du produit intérieur brut, contre 7,8% en 2014. Le scandale de corruption éclabousse la police, notamment sur le passage des frontières avec la Somalie et la vente de passeports kenyans. Ce qui est unique sous le régime du Jubilé, c'est que nous avons découvert les scandales avant son élection. C'est aussi en partie parce que nous avons certains organes constitutionnels qui fonctionnent comme il se doit,
à l'image du contrôleur du budget, du vérificateur général et des éléments de la magistrature. C'est donc un nuage noir avec une doublure d'argent, mais la politique est au cœur de la corruption. C'est la corruption qui finance la politique au Kenya. En 2013, Transparency International avait classé le Kenya au 136e rang sur les 177 pays les plus corrompus du monde. Un rapport de la Commission d'éthique et de la lutte contre la corruption du Kenya a présenté cette année des allégations contre des membres du Parlement, des sénateurs et des gouverneurs dans ce que les médias locaux ont surnommé la liste de la honte. Gracien, dans l'indice de perception de la corruption 2014 de l'ONG Transparency International, ça a été rappelé dans le reportage, le Kenya est classé 145e sur 174 pays. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup, même énormément de travail à faire dans ce pays. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout au Kenya, parce qu'il y a deux sortes de corruption. Il y a la corruption qui se passe en bas et la corruption d'en haut. Alors, ce pays, le Kenya, a un problème. C'est comme la RD Congo. C'est un pays où il y a les deux corruptions. La corruption en bas et la corruption en haut aussi. Du moment où on voit bien le chef se servir, en bas aussi on se sert. Au Kenya, c'est très facile. On voit dans beaucoup de dossiers, on parle de corruption. Même le grand chantier parlant du chemin de fer Nairobi-Mombasa parle de corruption. On parle aussi des arrestations des journalistes qui révèlent des dossiers de corruption. C'est-à-dire, même le policier dans la rue qui règle la circulation, il y a la corruption. Ce qui fait que du moment où la corruption gangrène du sommet jusqu'en bas, c'est difficile. Il faut vraiment que ce soit un pouvoir qui s'y implique, tous les ministres qui sont impliqués, et qu'il y ait encore indépendants qui arrivent à combattre la corruption. Sinon, c'est au niveau de l'Afrique de l'Est, la corruption au Kenya est très connue. Jean-Marie, ces mois derniers, beaucoup de scandales de corruption ont éclaté dans la presse, comme l'achat par des fonctionnaires de stylos à $85 ou encore l'achat par des élus locaux de brouettes à plus de $800, comme si au Kenya, le mandat électif était trop souvent perçu comme un moyen d'enrichissement personnel. Vous savez, Amira, vous posez sur la table une problématique, franchement, qui personnellement me met dans tous mes états. J'ai dit souvent ici, là, nous venons de parler de Boko Haram. Boko Haram, c'est bien beau de parler de Boko Haram, on dépense de l'argent dessus. Mais, c'est-à-dire la corruption et les détournements en Afrique sont le frein principal à notre développement. On prend l'exemple d'un pays comme le Kenya. Les chiffres sont là, tout le monde peut les voir. Budget, si vous voulez, du Kenya, 2013-2014, budget voté 500 milliards de francs CFA, 5 000 milliards de francs CFA. Vous savez quel a été le taux d'utilisation? 1,2%. Ça veut dire que tout l'argent qui est mis à la disposition du pays, cet argent-là est détourné parce que les gens prennent les postes. L'Afrique est le seul continent, excusez-moi de le dire ici, l'Afrique est le seul continent où vous avez les hommes politiques qui sont plus riches, comment dirais-je, que les hommes d'affaires dans certains pays. Donc ça constitue, pour moi, j'appelle ça, ce sont des crimes, si vous voulez, contre le développement en Afrique. Tout ce qui est détournement de fonds, tout ce qui est corruption. C'est inadmissible qu'on en arrive là. Et après, on va mettre tout sur le dos des Occidentaux et dire que oui, ils viennent nous faire ci, ils viennent nous faire ça, ils viennent nous faire quoi? Prenons nos responsabilités d'abord. Essayons de balayer devant nos portes le proverbe chez moi avant d'aller regarder ce qui se passe chez les autres. C'est inadmissible qu'on vote un budget et que vous ayez un taux d'utilisation qui est d'1,2%. Ça veut dire que le reste de l'argent part dans les poches des autres. Et le reste de la population, de nos populations africaines, que faisons-nous? L'exemple du Kenya, ce n'est pas un exemple unique. La corruption existe, c'est-à-dire seul dont Gracien vient de parler là, en haut et en bas. Ça existe dans tous les pays africains, mais ce qui change tout simplement, c'est quoi? C'est les différents niveaux de corruption. Donc à partir de là, c'est vraiment un drame pour nous en Afrique, c'est-à-dire ces problèmes de détournement de fonds, de corruption, si vous voulez, ça freine tout. Mais le Kenya a-t-il les moyens aujourd'hui de mettre un terme à cette corruption? Le Kenya a les moyens, puisque ça, si vous voulez, Amira, c'est un contrôle interne. Là, on n'a pas besoin d'agents extérieurs pour venir contrôler ce qui se passe. Quand vous avez un budget de l'État qui est voté, ce budget-là, vous avez des évaluations budgétaires qui sont faites pour essayer de suivre l'état d'exécution éventuellement des chantiers pour lesquels ces budgets-là ont été votés. Donc, tous les gouvernements en Afrique, on ne nous parle pas, si vous voulez, on ne nous dit pas que l'État n'a pas la possibilité de pouvoir contrôler ces mouvements de fonds-là, l'État, c'est-à-dire, il y a toujours des étapes dans la progression et dans l'évaluation de ces budgets-là, comment est-ce qu'ils sont exécutés sur le terrain. Donc l'État a tous les moyens pour pouvoir contrôler ça. Ça ne doit pas venir de l'extérieur. Au moins, ça c'est une partie des choses où on n'a pas besoin d'attendre une aide extérieure. Alors, Gracien,
Pas la corruption d'en haut, du sommet des hauts fonctionnaires, des ministres, de l'équipe gouvernementale, mais pour parler de la corruption d'en bas, d'un fonctionnaire de police ou d'un douanier, peut-être ne pas leur donner l'envie d'être corruptible. Il est difficile de demander, c'est comme si vous êtes une maman qui vous volez dans un magasin, votre enfant va voler. Si on voit bien que les ministres volent, les ministres détournent, celui d'en bas se demande pourquoi moi je ne veux pas détourner. Mais si on augmentait un peu les salaires, peut-être qu'il aurait plus envie d'être corrompu. On a parlé des députés kenyans qui détournent aussi par les dépenses. Mais ils sont payés combien? Ils sont dans les $10 000 par mois. On a beaucoup. Non, moi je ne parle pas des députés, des ministres, je parle vraiment des gens d'en bas. Mais les gens d'en bas, je vous dis bien, les gens qui sont bien mieux payés, ils sont dans la corruption. Les ministres kenyans, ils sont très bien payés en Afrique, mais ils sont dans la corruption. Les salariés, disons qu'il y a des conditions dans un pays comme le Kenya, c'est un pays qui se développe à un certain standing de vie, mais les conditions de vie. On a vu en Afrique, dans des pays où ils n'ont pas beaucoup de moyens, on peut citer les pays comme le Cap-Vert, où ils ont des salaires assez moyens, mais qui vivent humblement, le président qui vit humblement. C'est toujours cette perception, cette idée de se dire que je suis pauvre, on est pauvre par rapport aux autres. Il ne faut pas que les gens commencent, s'ils s'enrichissent illicitement, c'est-à-dire qu'ils vont montrer des signes de cette richesse et en même temps les autres vont sentir psychologiquement cette pauvreté et vont essayer de détourner. Il y a des pays vraiment, même s'il y a la pauvreté, on partage la pauvreté, on sait bien qu'on avance ensemble et cela fait que le pays avance. On voit un pays comme le Rwanda qui est sorti d'un génocide. Aujourd'hui, pratiquement, oui, la corruption est éradiquée et les gens, ils ont peu de choses et ils se développent ensemble. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On met tout de suite.